Je commence par les crimes commis dans les quartiers et aux alentours du stade dans la matinée du 28 septembre 2009. Premièrement, au carrefour Bellevue, il y a eu l'assassinat de 2 personnes. Tout ce que je suis en train de dire ici, Monsieur le Président, ne vient pas de moi, mais ça provient des déclarations des parties civiles, des témoins et même des accusés présents ici, Monsieur le Président. Je tire tout de leur PV et des déclarations faites à la barre ici. Ce n'est pas M. Diallo qui le dit, Monsieur le Président. Au carrefour Bellevue, la patrouille de la gendarmerie antidrogue, commandée par le colonel Moussa Keburo Kamara, avait entre 8h30 et 9h immobilisé un minibus qui avait à son bord plusieurs passagers en partance vers le stade du 28 septembre. Après les avoir débarqués de force, les gendarmes ont ouvert le feu, tuant 2 personnes à bout portant. 2. Sur la terrasse du stade du 28 septembre, assassinat de 3 personnes. Une seconde patrouille de la gendarmerie antidrogue, en présence de son commandant, le colonel Moussa Keburo Kamara, ministre à l'époque, a tiré à bout portant sur 2 personnes qui sont mortes sur le champ. Au même endroit et dans les mêmes circonstances, le colonel Moussa Keburo Kamara a tiré à bout portant sur un vieux qui tentait de le contester en faisant usage de son revolver. La victime a rendu l'âme sur place. Ça, c'est un constat que nous avons fait, que le colonel Moussa Keburo Kamara n'aime pas être contesté. C'est un roi, il n'aime pas être contesté. 3. Sur la route de Donka, assassinat d'une personne, arrestation, détention et torture. Dans la matinée, Monsieur le Président, un jeune a été tué par balle par un policier à 300 mètres du stade. Durant toute la journée de ce 28 septembre, des jeunes ont été arrêtés en divers endroits de la capitale pour être détenus et torturés dans les différents camps, à savoir le camp Alpha, le camp Koundara et la CMIS de la Kamayenne. Ceux qui tentaient de sortir du stade du côté de la Sigmadina étaient immédiatement abattus. 4e, au marché de Bellevue, assassinat de 2 personnes. Entre 10h et 11h, 2 personnes ont été tuées par balle par des bérets rouges qui étaient de passage dans une pick-up. L'une des victimes s'appelait Mamadou Ba, étudiant âgé de 20 ans, qui était à la devanture de l'atelier de couture de son père. Son père et sa famille peuvent se remémorer. 5e, assassinat à Koloma de Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien sous couvert de son maître Mamadou Chérif Bari, par des gendarmes, alors que ce dernier était allé chercher le repas pour son maître et ses collègues mécaniciens. Il a reçu 8 balles dans son corps, Monsieur le Président. Maître Chérif est venu à la barre ici témoigner. Au niveau de l'Oasis, assassinat d'une personne. Les gendarmes de l'antidrogue du colonel Moussa Keburo Kamara ont tiré à bout portant 3 balles dans le ventre d'un manifestant et une autre dans la poitrine. En plus de ces balles, il a reçu des coups de couteau dans son ventre. Suite à une intervention chirurgicale, 3 mois après, il a rendu l'âme. Avant l'ouverture du portail, invite a été faite par le colonel Moussa Keburo Kamara avec un ton ferme, à plusieurs reprises aux manifestants, de rentrer chez eux. Face au refus systématique des manifestants, il les a menacés en ces termes. Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Préméditation. Après l'ouverture du portail, de l'esplanade du stade, le colonel Moussa Keburo Kamara a progressé vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a eu une chaude discussion avec les leaders politiques qu'il a tenté de dissuader pour ne pas tenir le meeting prévu. Suite à leur mésentente, et vu l'arrivée massive d'une marée humaine des jeunes manifestants vers eux, le colonel Moussa Keburo Kamara a décidé de reculer avec ses hommes vers la corniche pour mieux se positionner. C'est le meilleur stratège. Il est sorti de l'émia, Monsieur le Président. Quand un soldat recule, ce n'est pas une façon de fuir, mais c'est pour mieux se positionner. C'est ainsi que les leaders politiques ont pu rallier l'intérieur du stade où régnait une atmosphère d'ambiance. Certains chantaient et dansaient, d'autres priaient et d'autres défilaient avec le slogan Abba Dadis, non à la candidature de Dadis, non à la dictature, vive la liberté. C'était le slogan, Monsieur le Président. Crimes et délits commis à l'intérieur du stade. Dès l'arrivée de feu Jean-Marie Doré, président de l'UPG, paix à son âme, de coups de feu ont retenti à l'extérieur du stade d'abord. Les gens ne croyant pas que c'était vrai,
ils disaient en sous-sous « Aoulé, Aoulé », alors que les tireurs progressaient vers eux. C'est ainsi que la police a tiré des gaz lacrymogènes à l'intérieur du stade, ce qui provoqua une panique générale sur les manifestants. Au moment où les gens cherchaient à sortir, les bérets rouges, les gendarmes, les policiers de la CMIS ont fait irruption dans la pelouse et ont tiré à l'horizontale, Monsieur le Président. Et dans tous les sens. Certains tirs étaient orientés à ceux qui étaient à la pelouse, d'autres à ceux qui étaient à la tribune, d'autres tirs ont été orientés vers ceux qui étaient dans les gradins, Monsieur le Président. Au même moment, les recrues de Kalea, qui étaient infiltrés parmi les manifestants, sortaient leurs couteaux et machettes pour poignarder et découper les manifestants. Ceux qui tentaient d'aller vers le portail et les autres issus du stade étaient la proie des bérets rouges et les mercenaires habillés en maillot de Chelsea. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont mercenaires? Parce qu'il fallait verser du sang pour être recruté dans l'armée. C'était le prix à payer. C'était des civils auxquels on avait promis le recrutement, mais à condition d'aller verser du sang. Massacrer leurs compatriotes. Ils étaient frappés par coups de crosse, de gourdins, poignardés à l'aide de couteaux, blessés par des bois munis de pointes, Monsieur le Président, comme si c'était des animaux sauvages. Au même moment, certaines femmes étaient violées dans la salle de boxe par des bérets rouges et des gendarmes, mais également par des policiers dans les locaux du commissariat de police du stade, Monsieur le Président. D'autres femmes sont violées publiquement à l'aide de canons de fusils, de morceaux de bois et avec les doigts. Le professeur médecin est venu à la barre ici témoigner avoir retrouvé, après avoir examiné certaines femmes violées, des morceaux de bois dans leur partie génitale, Monsieur le Président. Mais quelle perversité! D'autres femmes étaient publiquement déshabillées à nu et frappées à sang. Les images qui ont été projetées par France 24 et TV5 l'ont démontré publiquement. Des dizaines de personnes ont été étouffées et piétinées dans la débandade à la recherche d'une issue de secours. Plusieurs hommes et femmes ont été enlevés du stade pour être amenés de force dans des résidences privées et dans plusieurs camps pour être torturés, violés et réduits en esclavage sexuel. Les leaders politiques, après avoir été copieusement bastonnés et blessés, furent amenés de force à la clinique Pasteur, en passant par la clinique Ambroise Paré, l'infirmerie du camp Almami Samouri Touré et l'état-major de la gendarmerie nationale, Monsieur le Président. Les hommes furent conduits par le colonel Moussa Keboro Kamara et les autres par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba. À partir de 14 heures, les bérets rouges ont commencé à piller les domiciles privés des leaders politiques, des citoyens de Hamdallah, Bambeto, Koza, Koloma, jusqu'à Wanidara. Leurs domiciles ont été pillés, leurs boutiques, leurs magasins, leurs conteneurs ont été vandalisés, Monsieur le Président, par des bérets rouges. Une interdiction formelle des parents des victimes a été donnée pour accéder à l'intérieur du stade afin de rechercher les leurs. Ils tuent et ils empêchent les parents de venir rechercher les leurs. Impossible. Dans l'après-midi, des ambulances de l'hôpital de Donka, du Niasdine, de la Croix-Rouge nationale et internationale, des camions militaires et des camions bennes appartenant à la société KPC ont été remplis de corps et de blessés en direction pour les ambulances des hôpitaux et des morgues d'Ignasdine et de Donka, pour les camions en direction du camp Alpha
et du camp Almami Samori Touré. Le procureur de la République, près le TPI de Dixine à l'époque, et le procureur général près la cour d'appel à l'époque, se sont montrés inefficaces pour ordonner le déplacement des corps de la scène du crime jusqu'au niveau des morgues dans le cadre du respect des règles de l'art. La scène du crime, ce n'est pas un lieu de théâtre, ce n'est pas un lieu où des militaires doivent séjourner, doivent ramasser les corps. Ça, ce n'est pas la mission des militaires. Mais comme ce sont eux qui ont été ordonnés de venir tuer, c'est eux qui ont tué, ce sont eux qui ramassent et ils envoient encore dans leur camp. Alors que le ramassage de corps devrait être recommandé par M. le procureur de la République près le TPI de Dixine. Et c'est des médecins qui devraient ramasser ce corps. Une autopsie devrait être organisée. Rien n'a été fait, Monsieur le Président. Selon le médecin légiste, 43 corps sont arrivés aux environs de 23 heures et répartis entre les deux morgues. Selon certaines victimes, des corps ont été retirés dans les morgues pour être enterrés dans les fosses communes, les nuits du 28 au 29 septembre 2009. Dans l'après-midi du 29 septembre, des bérets rouges avaient fait irruption dans l'hôpital de Donka, où ils ont pillé la pharmacie du dit hôpital, extirpé de force certains patients pour les amener à des endroits inconnus, pour les empêcher de bénéficier des premiers soins et les soumettre à des séances de torture. Ces patients enlevés et déportés ne sont plus revenus à l'hôpital, encore moins à leur domicile. Le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital de Donka, où il a donné l'ordre aux médecins de ne pas soigner les victimes du 28 septembre tout en donnant des coups de pied à des patients. Voir le procès verbal d'audition de partie civile du 16 avril 2012 de Mme Yaïfa Toubari. Pour échapper au bourreau, certains blessés ont réussi à fuir et d'autres ont été cachés par le personnel médical. C'est le lieu de les rendre hommage. Beaucoup de médecins se sont battus, Monsieur le Président, sans oublier les infirmiers et les infirmières. Je veux parler de Dr So, qui est à Dixine, Dr Kaba, qui était à Donka, Professeur Biro, Dr Diello, et plusieurs autres, Monsieur le Président. Je les rends hommage ici, sans oublier le centre médical mère et enfant. Le professeur qui était là-bas avec tout son collège médical, ils se sont battus corps et âme pour soigner les victimes de ce massacre du 28 septembre. Monsieur le Président, la prise d'assaut des hôpitaux de Donka et d'Ignasdine par les bérets rouges a continué à s'accroître jusqu'au 2 octobre 2009, lorsque certains corps ont été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal. Pendant ce jour, des patrouilles conduites par les colonels Moussa Tchebro Kamara et Claude Pivi ont abouti à des tirs occasionnels dans les quartiers, entraînant des morts par balle. Au total, un bilan officiel, je dis bien officiel, de 157 corps tués par balle a été présenté, dont une vingtaine de corps ont été récupérés et rendus aux parents des victimes. 43 corps identifiés au stade et dans les morgues n'ont pu être retrouvés et 157 autres corps identifiés et vus au stade dont le sort reste encore inconnu. Les armes utilisées pour perpétrer ce massacre étaient des pistolets mitrailleurs, des AK-47, des revolvers, des poignards, des baïonnettes, des couteaux, des poignards, des boirons munis de pointes, y compris des lance-pierres qu'on utilise pour les oiseaux ou contre les oiseaux. Les rescapés de ces massacres portent encore des cicatrices sur les parties virales
D'autres portent toujours des balles dans leur corps par manque de frais d'intervention. Monsieur le Président, il y a des victimes qui ont comparu devant vous ici et qui vous ont dit clairement qu'elles portent encore des balles et qu'elles souhaitent subir des interventions pour extraire ces balles. Imaginez-vous, depuis 2009 jusqu'à présent, ces balles se trouvent dans leur corps. Mais c'est le cancer. Mais c'est la mort qui doit suivre. Les disparus déclarés et identifiés à la Commission nationale d'enquête indépendante étaient au nombre de 17. Il s'agit, entre autres, de M. Harouna Diallo, né en 1989 à Mamou, commerçant, célibataire sans enfant. Lui, il a disparu totalement. Les enfants qu'il devrait faire, les petits-enfants qu'il devrait avoir, toutes ces générations ont été supprimées par ces criminels. Mamadou Sow, commerçant marié à 2 enfants et père de 8 enfants. Il a eu 2 veuves, il a laissé 2 veuves et 8 orphelins, Monsieur le Président, qui sont sans soutien. Monsieur Lao Diallo, marié et père de 8 enfants. Monsieur Boubacar Bari, né en 84 à Dalaba, tailleur, célibataire sans enfant, disparu totalement. 5. Tcherno Abdoulaye Diallo, né en 89 au Libéria, commerçant, célibataire sans enfant. 6. Monsieur Mamadou Ba, né en 90 à Conakry, tailleur, célibataire sans enfant. 7. Amadou Djoul de Bari, né en 90 à Dalaba, élève, célibataire sans enfant. 8. Tcherno Abdoulaye Diallo, né en 90 à Dalaba, célibataire sans enfant. 9. Mamadou Ali Ousso, né en 66 à Dabola, commerçant, marié et père d'un enfant. 10. Mamadou Ali Ouba, né en 1960 à Tangali, taulier peintre, marié à 2 femmes et père de 10 enfants. 11. Mamadou Mikaïlou Diallo, mécanicien, marié et père d'un enfant. 12. Alpha Oumar Diallo, né en 1975, homme d'affaires qui résidait à l'étranger, marié, sans enfant. Lui, il était venu ici pour voir ses parents. Il a profité pour sortir, assister à cette manifestation pacifique, et puis il a été massacré. 13. Mamadou Hasmi Ouba, né en 1984 à Dakar, célibataire sans enfant. 14. Amadou Korkaba, né en 1984 à Domoltou, Madame Pita, boucher, marié et père de 2 enfants. 15. Kemo Keita, né en 1992 à Conakry, plombier, célibataire sans enfant. 16. Mamadou Samba Bari, né en 1954 à Bantingel, Milikansa, dans Pita, marié à 2 femmes et père de 13 enfants. 17. Elage, et enfin 17, Elage Hassan Ba, né en 1972 à Pita, marié sans enfant. Ces 17 personnes ont disparu totalement, n'ont pas été vues ni parmi les corps, ni parmi les blessés, et ne sont plus revenus, Monsieur le Président, honorable assesseur. Les crimes commis au camp Koundara, le même jour, après qu'ils aient fini de commettre les atrocités au stade, des camions et des pick-up remplis de manifestants arrêtés à la sortie du stade ont été déportés au camp Koundara, commandé par le lieutenant Begré. Je ne dirai pas paix à son âme, appartenant à l'unité des fanfaristes. Ces personnes déportées ont subi durant plus d'une semaine toutes les formes de torture inhumaines de la part des bérets rouges au nombre de 19. Voir le procès verbal d'interrogatoire de sergent Paul Mansaguilavogui sur ordre du commandant Begré. Selon certaines victimes qui ont eu le courage de venir s'expliquer, le sergent Paul
les injuriaient et les soumettaient à la position sardine, une façon de se superposer un à un jusqu'en haut. Et tant pis pour le dernier, c'est lui qui va recevoir tous les matraques. C'est pourquoi dès qu'il dit sardine, tout le monde se précipite. Chacun veut être soit en bas ou bien au milieu, mais en tout cas pas le dernier. Donc il se bouscule même pour se superposer. Les victimes recevaient chaque jour 50 coups sur les fesses, rampaient sur le goudron chaud, regardaient le chaud soleil, aboyaient de force, faisaient les éloges du capitaine Moussa Dadis et étaient arrosés de l'eau fraîche sur les plaies. Le seul gendarme qui avait tenté de libérer une de ses connaissances a été copieusement torturé. Parmi ces victimes, on peut citer les nommés Mamadou Samba Bari, Tcherno Mamadou Aliou Diallo, Amadou Korkaba, Mamadou Lamine Sall, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux. Parmi ces victimes, certaines ont réussi de sortir après paiement d'une rançon. Celles qui n'ont pas eu le soutien au dehors ont été exterminées purement et simplement pour être ensevelies à l'intérieur du même camp. Je vais passer à présent sur les responsabilités. Je commence, Monsieur le Président, par la responsabilité de l'État guinéen pour violation des droits humains. L'État guinéen est le garant de la sécurité, de la cohésion nationale, de la stabilité et de la paix. Il doit promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés publiques en refusant de protéger la vie de sa population face aux violences exercées par les éléments de l'armée. Il s'est rendu coupable des violations des droits de l'homme, notamment les dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 de la Charte de la transition, que je vais vous faire lecture très rapidement. L'article 8 stipule que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Donc les libertés publiques sont reconnues. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Aucune situation d'exception. Donc ce n'est pas une manifestation qui peut pousser l'armée à violer les droits de l'homme, qui peut empêcher l'État de protéger sa population. L'article 10 suivant stipule que la personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Et c'est pourquoi Dieu même a dit dans son noble Coran, Walagad karramna bani Adam. Nous avons élevé le fils d'Adam au-dessus de tout, au-dessus des cieux, au-dessus de la terre, au-dessus du paradis, au-dessus de l'enfer. Il suffit de regarder notre forme physique. Il suffit de voir notre intelligence. Il suffit de voir l'œuvre humaine. L'homme réfléchi, l'homme pensant, pour nous distinguer des autres. Monsieur le Président, la personne humaine est sacrée. Nul ne doit violer son intégrité physique et morale. L'article 11 ajoute, nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains. Effectivement, Monsieur le Président, toutes les conventions internationales, tous les instruments juridiques internationaux se sont élevés contre la torture, les traitements inhumains et dégradants contre l'homme.
L'article 12, alinéa 2, enfin stipule que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Les arrestations et détentions arbitraires, donc qui ne soient pas commandées par la justice, sont interdites par la loi. Et aucun accusé ici, je le mets au défi, ne vous dira que c'est la justice qui les a ordonnés d'aller au stade, massacrer la population ou arrêter certains manifestants pour aller les détenir dans leur camp. Aucun accusé ne pourra vous dire ça ici. Aucun accusé ne pourra rapporter la preuve. D'ailleurs, ça c'est impossible, c'est impensable. Je continue. L'État guinéen devrait prendre des mesures nécessaires pour la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés fondamentales. C'est son devoir, c'est son obligation. L'État guinéen devrait protéger les libertés fondamentales en restant indifférent face aux violences exercées contre les populations civiles au stade du 28 septembre et dans les autres quartiers de la banlieue de Conakry. L'État guinéen est responsable des crimes et délits pour violation des droits de l'homme commis par ses agents militaires, gendarmes, policiers, ainsi que les miliciens qui ont coopéré avec les corps habillés pour perpétrer ces massacres. Ces crimes commis le 28 septembre 2009 sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Et je vais aborder la question. Crimes contre l'humanité. C'est notre législation même, en dehors du statut de Rome, qui parle de crimes contre l'humanité. Et c'est l'article 184 de notre Code pénal qui dispose que constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque. Le législateur dit l'un quelconque. Donc, il suffit qu'il y ait un seul acte qui soit commis pour qu'on parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. 1. Le meurtre. 2. L'extermination. 3. Réduction en esclavage. 4. Déportation ou transfert forcé de population. 5. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. 6. Torture. 7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. 8. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article, tout crime de guerre ou de génocide. 9. Génocide forcé de personnes. 10. Crime d'apartheid. 11. Autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Je vais vous parler des éléments constitutifs de cette infraction, les crimes contre l'humanité.
en faisant une décomposition de cet article pour faciliter la compréhension. L'article dit constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes. Si après, commençons par le meurtre. Le meurtre qui est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui. Est-ce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, les militaires, particulièrement les bérets rouges, parce que je ne veux pas accuser tous les militaires, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers de la CMIS, les recrues qui ont été incorporés dans l'armée et ces mercenaires qui étaient à la quête d'intégration dans l'armée et qui devaient payer ça par le versement du sang. Est-ce que le fait pour eux de venir au stade avec armes et munitions, de tirer sur la foule, ne constitue pas un meurtre? Est-ce que cette mort qui a été donnée n'était pas volontaire, Monsieur le Président? Qui était derrière eux? Qui était derrière eux avec armes pour leur dire, pour les menacer, si vous ne tirez pas, je tire sur vous? Il n'y avait aucune contrainte. Les crimes qu'ils ont commis, ils les ont commis volontairement, Monsieur le Président. Extermination, c'est le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie à une population, en lui privant de la nourriture, de médicaments, de l'eau et même de l'air, au point de détruire cette partie de la population. Monsieur le Président, ceux qui étaient détenus dans les locaux de l'antidrogue au camp Alfaya Diallo et ceux qui étaient détenus au camp Koundara, n'ont-ils pas été privés de nourriture, d'eau, de médicaments, voire même de l'air, Monsieur le Président? Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat, et le défenseur des droits de l'homme, qui ont été enfermés dans un conteneur sans persière, ils ont été privés de l'air. Mais c'était pour les tuer, Monsieur le Président. Il y a extermination dans cette affaire. Réduction en esclavage, c'est le fait d'exercer sur une personne un droit de propriété. C'est notamment la traite des personnes exercée sur les femmes et les enfants. Nous connaissons ce que c'est que le droit de propriété et toutes ses caractéristiques. Légis, l'abugis, le fructis. Oui. Ils ont usé d'eux. Ils ont usé des victimes. Ils les ont frappés. Ils les ont poignardés. Ils ont tiré sur eux. Des femmes ont été violées, violentées. Ils ont abusé d'eux. Parfois, c'est à tour de rôle que le viol se faisait, Monsieur le Président. Donc, ils ont abusé d'eux. Le fructus, c'était quoi? Le paiement de la rançon, Monsieur le Président. Pour qu'on vous libère, vous devez payer tant de francs. Mon confrère a brillamment développé ça. Donc les gens ont été réduits à l'esclavage. On les a malmenés. On les a malmenés, Monsieur le Président. Déportation ou transfert forcé de population, je ne parlerai pas parce que la déportation, c'est d'une région à une autre. Tout s'est fait dans la région de Conakry. Je ne parlerai pas. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique et violation des dispositions fondamentales du droit international. Quels sont les lieux d'emprisonnement qui sont reconnus légalement sur le plan national et international? Ce sont les maisons d'arrêt.
les prisons civiles. Et nul ne peut entrer dans une prison s'il n'est pas accompagné d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt. Les camps ne sont pas des lieux de détention. Les CMIS ne sont pas des lieux de détention. Les gendarmeries, c'est pour la garde à vue. La garde à vue, simplement, Monsieur le Président. Les gendarmeries, les commissariats de police, c'est pour la garde à vue. Il ne doit pas y avoir de violons où on doit détenir les gens. Mais des gens ont été détenus des jours entiers, des semaines, dans les locaux de l'antidrogue et dans les locaux du colonel Pivi et au Kankundara. Donc, ce 5e point a été réalisé par les criminels, Monsieur le Président. Torture, le fait d'infliger une souffrance aiguë, physique ou morale, à une personne qui se trouve sous son contrôle. Oui, tous ceux-là qui avaient été transférés dans les camps ou à la CMIS étaient sous le contrôle des responsables de ces camps. Ceux qui étaient à l'antidrogue étaient sous le contrôle et la responsabilité du colonel Moussa Kiebro Kamara et de tous ces éléments. Ceux qui étaient dans les locaux du colonel Pivi étaient sous sa responsabilité et sous son contrôle. La même chose au Kankundara, Monsieur le Président. Donc, ceux qui ont reçu des souffrances physiques ou morales à travers les tortures, le fait de les priver à manger, à boire, à prendre leurs médicaments, le fait de les séquestrer seulement, de les empêcher de sortir pour se rendre dans leur domicile, c'est de la torture, Monsieur le Président. Donc ce point aussi est réalisé par eux, Monsieur le Président. Viol, esclavage sexuel. Je me limite là, viol, esclavage sexuel. On n'a pas besoin de le dire. Les images de ces deux télévisions internationales, France 24 et TV5, ont été accablantes, insupportables. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leur domicile à cause de ces viols, qui ont perdu même leurs enfants. Il y a des enfants qui ont rejeté leur mère parce qu'elles ont été violées. Alors qu'aucune femme n'était venue au stade pour être violée. Si les femmes savaient que du viol allait se commettre là-bas, aucune femme ne se serait rendue au stade ce jour. Il y a eu du viol, Monsieur le Président. Il y a eu de l'esclavage sexuel, les femmes qui ont été transportées dans des domiciles privés. Je vais en venir dans les détails. Ce point 7 est réalisé, Monsieur le Président. Le point 8, persécution. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique. Je me limite là, Monsieur le Président, des motifs d'ordre politique. À l'époque, être un leader politique ou un militant, c'était un crime en République de Guinée. Tous ceux qui ont été victimes, ou toutes celles qui ont été victimes, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, c'est pour des motifs politiques, pas ethniques, des motifs politiques. Parce qu'aucun leader politique ne devrait exister en Guinée. Aucune activité politique ne devrait être menée. Il ne devait pas y avoir de militants dans les partis politiques. C'est pour cela que vous avez été persécutés. Monsieur le Président, il y a eu persécution. Disparition forcée de personnes. C'est le fait que des personnes soient arrêtées et détenues par un État et sans que cet État ne révèle leur lieu de détention. Leur détention d'abord. Les lieux et conditions de leur détention dans le but de les soustraire de la protection de la loi. Aucun accusé ici n'a reconnu qu'au camp Alpha, certains manifestants avaient été détenus là-bas. Aucun.
Monsieur le Président. C'est comme ça. On conteste l'arrestation et la détention. On ne révèle pas le lieu où les gens sont détenus. On ne révèle pas les conditions dans lesquelles les gens sont détenus. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu disparition forcée des gens. Crime d'apartheid, je ne parlerai pas de ça, parce que ça n'a pas eu lieu. Autre acte cruel, inhumain ou dégradant, de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Monsieur le Président, lors du passage des victimes ici, il y a une victime qui avait été transportée parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout, encore moins marcher. Elle a été transportée ici, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez jugé nécessaire que ce n'était pas la peine de l'entendre parce qu'elle ne pouvait pas parler. Elle était accompagnée par son épouse. C'est triste, Monsieur le Président. Les gens ont été réduits à l'handicap total. Un handicap à vie. Certains sont devenus fous, ne peuvent plus se remettre au vu de ce qu'ils ont constaté ce jour, Monsieur le Président. Parce que c'était une première en République de Guinée. Donc, Monsieur le Président, vous constaterez que dans ces actes qui ont été décrits par l'article 196 ici, 194 j'allais dire, le meurtre est établi, l'extermination est établie, la réduction en esclavage est établie, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique ou violation des dispositions fondamentales du droit international est établi, la torture est établie, le viol, l'esclavage sexuel est établi, la persécution est établie, les disparitions forcées sont établies, et le 11e point aussi, où on parle d'autres actes cruels, inhumains ou dégradants. Tous ces points sont établis, Monsieur le Président. Toujours sur les éléments constitutifs. L'article dit « constitue un crime contre l'humanité, quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en toute connaissance de cause. » Voyons, Monsieur le Président, après ces actes, est-ce qu'il y a eu attaque? C'est quoi l'attaque? On dit c'est un comportement de nature à commettre des actes de violence ou à infliger des traitements inhumains et dégradants à une population civile. Est-ce qu'il y a eu violence le 28 septembre et les jours qui ont suivi? C'est incontestable. Est-ce qu'il y a eu traitement inhumain et dégradant à l'encontre d'une population civile? C'est incontestable, Monsieur le Président. Les actes de violence constatés au stade et environ, à savoir les meurtres, les coups et blessures, les viols, les tortures, de par leur nature, leur envergure et leurs caractéristiques, faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les bérets rouges, les gendarmes, les policiers de l'antidrogue, les policiers de la CNIS, les recrues de Caléa et les mercenaires qui étaient à la quête du recrutement habillés en maillot de Chelsea, dans la commission de 10 actes. Après les fusillades dans les quartiers et à la terrasse du stade, la police et la gendarmerie ont attendu. C'est des stratèges. Ah oui, il faut faire la commune de base, il faut faire les formations académiques pour comprendre la stratégie de la guerre. Ils ont attendu l'arrivée des bérets rouges. Vous savez, je vous ai dit, le colonel qui est sorti de l'EMIA, c'est le plus grand stratège. Quand ils n'ont pas pu retenir cette marée humaine, les manifestants ont tenu à entrer au stade. Les menaces ont été proférées. Malgré les menaces, les gens ont insisté. Bon, entrez. Les gens sont rentrés. Les gendarmes et policiers qui étaient sur place ont reculé en attendant l'arrivée des bérets rouges parce qu'ils étaient en communication. Ils ont les talkie-walkie
ils ont les téléphones, bon, venez, tout est prêt. Donc ils ont attendu que les bérets rouges soient là. Les bérets rouges et les mercenaires ont pris toutes les issues du stade, les rentrées et les sorties. Après avoir pris les issues, ils ont ordonné de tirer les gaz lacrymogènes. C'est en ce moment que la police et la gendarmerie ont tiré à l'intérieur. Ce qui a créé la panique. La panique a entraîné une débandade. Cette débandade a coïncidé à la rentrée des militaires. Les bérets rouges, quand je dis militaires, que les autres m'en excusent. Les bérets rouges, les gendarmes de l'antidrogue et les policiers de la CMIS. Donc, les gens sont venus croiser leurs bourreaux. Et les bourreaux ont ouvert le feu, Monsieur le Président. Ils ont tiré à l'horizontale, ils ont frappé, ils ont blessé plusieurs personnes. Tous ceux qui tentaient de sortir étaient stoppés, rattrapés, soit par des bérets rouges, soit par des gendarmes, soit par ces mercenaires et qui étaient fusillés ou bien poignardés directement, Monsieur le Président. Tout ceci constitue des preuves éloquentes que l'attaque était organisée, planifiée et coordonnée, Monsieur le Président. La deuxième condition, il faudrait que cette attaque soit généralisée. Alors le terme généralisé ici, Monsieur le Président, signifie le caractère étendu de l'attaque. Le caractère étendu de l'attaque. Lorsque vous voyez le nombre de victimes, que j'ai décompté 2652, plus de 100 femmes violées, 1480 blessés, donc 91 fracturés. Vu l'ampleur des violences commises en l'espace de moins de 2 heures dans un stade fermé, ainsi que les armes utilisées dans la commission de ces actes, tous ces facteurs sont caractéristiques d'une attaque généralisée contre la population civile. Quand les bérets rouges sont rentrés et les gendarmes, ils n'ont pas fait de distinction. Ils ont arrosé, comme Maître Barry l'a décrit ici, ils ont arrosé comme un jardinier, comme si c'était des oiseaux. Et les gens sont tombés comme des oiseaux, comme des papillons, Monsieur le Président. Donc j'estime que cette attaque était généralisée. L'attaque doit être systématique dans la mesure où les actes de violence qui se sont traduits en crimes et délits ne sont pas accidentels, Monsieur le Président, mais plutôt des actes conçus, mûris, préparés, planifiés avant d'être exécutés. Et l'exécution a été suivie à la lettre, du début jusqu'à la fin. Chaque acteur a été évalué. C'est pourquoi chacun devrait poser un acte, chacun devrait mouiller le maillot. Si vous ne mouillez pas le maillot, vous connaissez les conséquences. C'est ce qui fait que tous ceux qui sont venus ont eu des résultats positifs parce qu'il fallait rendre compte. On nous a dit ici, avec Lansana Zoli, là où ces féticheurs découpaient les têtes des gens en présence du colonel Pivi, la vidéo qui a été filmée, le colonel Pivi disait: hey, caméraman, il faut tout montrer, hein, parce que Dadis là, hein, lui il est difficile, hein, il faut tout montrer. Il faut tout montrer, tu connais Dadis, il faut tout montrer. Hein. Mais ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Monsieur le Président. Autrement dit, Monsieur le Président, ce sont des actes qui se sont répétés dans le temps, dans l'espace et dans une grande envergure. Ainsi, on peut conclure que le caractère acharné de l'attaque, lancée simultanément à partir de plusieurs côtés du stade, avec l'intention manifeste d'obtenir le maximum de victimes civiles, sont autant de preuves du caractère systématique de l'attaque. Le but, c'était de réprimer les mouvements politiques de l'opposition, pour les réduire au silence total. Parce que si la communauté internationale n'avait pas pris ce dossier à bras le corps, Monsieur le Président, les mouvements politiques allaient disparaître en République de Guinée. On n'allait plus parler de démocratie en Guinée. On n'allait plus parler de l'alternance en Guinée, Monsieur le Président. Parce que nous tous, on était dans la peur.
la peur totale. Personne n'osait dénoncer, personne n'osait parler. Monsieur le Président, heureusement que la communauté internationale est là. Merci à elle. La présence d'une population civile, pour qu'on parle de crimes contre l'humanité, il faudrait que l'attaque soit dirigée contre une population civile. Alors là, s'il y avait des militaires là-dedans, parmi les victimes, on n'allait pas parler de crimes contre l'humanité. Mais on vous a dit ici, le général Baldé, ancien haut commandement de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, il vous a dit que du côté des gendarmes, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Et par rapport à leurs engins, aucun engin n'a été endommagé. Et la gendarmerie est connue comme étant un service de renseignement par principe. Dans cette affaire, aucun militaire n'a été blessé. À plus forte raison tué, Monsieur le Président. Il suffit de voir les victimes, leur statut, pour comprendre que c'est une population civile, non armée, qui était en train de manifester dans un stade fermé. Et cette manifestation ne pouvait pas troubler l'ordre public. Et on vous a dit ici, un peu plus haut, que rien ne pouvait justifier ces crimes odieux de la part de l'armée, chargée de protéger sa population. C'est l'armée qui protège sa population. L'armée est issue des civils. Ce sont les civils qu'on forme, qu'on incorpore. On leur dote des tenues, on leur dote des armes pour protéger, pour se protéger et protéger la population. C'est le rôle de l'armée. Toutefois, l'ampleur de ces crimes, Monsieur le Président, et délits commis sur cette population non armée et paisible démontre que cette population civile était la cible principale de l'attaque, Monsieur le Président. C'était la cible principale. Le but, c'était de nettoyer une partie de la population civile et d'humilier tous les rescapés. Vous avez constaté, les femmes violées, elles ont refusé de déposer publiquement ici. Ce sont les rescapés, ça, Monsieur le Président. Parce qu'elles ont subi la pure humiliation qui ne peut jamais être réparée, Monsieur le Président. Donc le but, c'était de nettoyer une partie de la population. Donc d'éliminer une partie de la population, parce que 2652 personnes, plus les 17 disparus, Monsieur le Président, et ceux-là qui étaient dans la pick-up remplis. Monsieur le Président, ça peut aller jusqu'à 3000 et quelques. Mais c'est une partie de la population. 3000 personnes, c'est 3000 votes. 3000 personnes, c'est 3000 familles. Et c'est des milliers de générations, Monsieur le Président, qui ont été supprimées. Donc, ils ont atteint leur but. Il fallait nettoyer cette population. La dernière condition, c'est la connaissance en cause de l'attaque. En l'espèce, Monsieur le Président, la coordination entre les Béréous, les gendarmes, les policiers de la CMIS, les recrues de Caléa et les mercenaires au stade démontrent l'assistance et le soutien apportés par chaque groupe à l'autre. Chaque groupe a assisté l'autre. Les gendarmes et les policiers sont venus d'abord les premiers. Ils ont tenté d'empêcher. Ça n'a pas marché. Ils sont restés sur les lieux. Ils ont attendu l'arrivée des bérets rouges. Sans oublier que les recrues de Caléa ont été envoyés à l'aube dans les bus de la Sotragui, des bus de transport public qui transportent des militaires pour venir massacrer la population. Des bus achetés par les civils, des militaires recrutés à travers l'argent des civils, formés à travers l'argent des civils, payés à travers l'argent des civils. On vient les massacrer, Monsieur le Président. Vous constaterez que chaque groupe a apporté une assistance à l'autre sur place. Personne ne peut vous dire, Monsieur le Président, parmi les acteurs de ce massacre, qui n'étaient pas au courant de la préparation, de la planification et de l'exécution de cette attaque. Aucun n'intervenant. Aucun intervenant ce jour, Monsieur le Président. Ils étaient tous au courant. La preuve, Monsieur le Président, même certains leaders politiques étaient au courant à la veille. Docteur Touré, non, docteur, le médecin politicien. Docteur Ben Youssouf Keïta,
nous l'a révélé ici. Un de ses parents qui est à la retraite, c'est un militaire qui est à la retraite, l'avait appelé la veille pour l'informer. Docteur ne va pas au stade, un massacre est prévu. Il est passé le matin de bonne heure voir Elhadj Cellou Dalein pour le lui dire. Elhadj lui a dit, je suis au courant. Si les civils déjà étaient au courant, ça veut dire que l'ordre avait été donné. Les instructions avaient été données. Et c'est là où il y a eu fuite. Et il y a un recoupement. Ce qui a été dit la veille a été exécuté le matin. Donc aucun membre du groupe ou des différents groupes ne peut soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'attaque qui devait être perpétrée contre cette population civile au stade. Si, autrement dit, Monsieur le Président, autrement dit que tous les militaires, tous les policiers, tous les gendarmes qui étaient au stade et dans les quartiers de la banlieue de Conakry étaient au courant de cette préparation, de cette attaque. Et c'est ce qui a justifié leur présence sur la scène du crime, Monsieur le Président. Je vais vous parler de l'article 197 du Code pénal qui dispose que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. L'ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, ou de l'autorité légitime, ne peut exonérer sa responsabilité l'auteur d'une infraction visée au présent chapitre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies. L'auteur de l'infraction ignorait le caractère illégal de l'ordre, l'ordre n'était pas manifestement illégal. L'article 198 suivant dispose que une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, à raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, raisonnables, qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis, ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes ou délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Les questions que doivent se poser le tribunal dans sa délibération sont les suivantes. C'est la question ici de responsabilité de commandement. Est-ce que les accusés présents étaient des chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques? Monsieur le Président, je vais vous lire l'article 5 de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. L'article 5. La hiérarchie militaire se compose de 1. Grade des hommes du rang. Soldat. Caporal. Caporal-chef. 2. Grade des sous-officiers. Sergent. Sergent-chef. Adjudant. Adjudant-chef. Major. 3. Grade des officiers. Aspirant. Sous-lieutenant. Lieutenant. Capitaine. Commandant. Lieutenant-colonel et colonel. Je m'arrête là, je n'aborde pas le point 4 où on parle des grades des officiers généraux. Parce que tous ceux qui sont là, il n'y a aucun général. Monsieur le Président, on vous dit bien la hiérarchie militaire. Le moins gradé ici, Monsieur le Président, c'est le sergent-chef, Paul Mansa Guilavouki. C'est lui le moins gradé, Monsieur le Président. Mais il commande le sergent, il commande le caporal-chef, il commande le caporal, il commande le soldat. Lui seul, le moins gradé, Monsieur le Président, c'est un chef militaire. Je prends l'adjudant-chef, Mamadou Aliou Keïta. Il commande le sergent-chef. Donc lui, il commande le sergent-chef et tous les autres.
Monsieur le Président. Je continue. Du côté du capitaine Marcel Guilavogui. Capitaine Marcel Guilavogui, qui a le grade d'officier. Il commande le lieutenant, le sous-lieutenant, l'aspirant, le major, l'adjudant-chef et tous les autres. Monsieur le Président, c'est un chef militaire. C'est un chef militaire. Quand vous prenez le commandant Toumba, j'ai sauté le capitaine Moussa Dadis Camara. Non, lui, c'est le commandant des commandants. Le commandant Toumba, lui aussi, il commande du capitaine jusqu'au dernier. Le colonel, on n'en parle pas. Le colonel commande le lieutenant-colonel, le commandant et tous les autres. Ils sont tous des chefs militaires. Tous des chefs militaires. Ou des supérieurs hiérarchiques. C'est entre les deux. Soit vous êtes chef militaire, soit vous êtes supérieur hiérarchique. Et la loi parle des deux. La loi parle des deux, Monsieur le Président. Donc, je considère qu'ils sont tous chefs hiérarchiques. Deuxième question. Est-ce qu'ils avaient donné des ordres de réprimer la manifestation? Deux personnes nous ont dit ici que le militaire n'agit jamais sans ordre. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le capitaine Marcel. Ils ont dit que le militaire n'agit jamais sans ordre. Ça veut dire que ceux qui ont été ont reçu des ordres de leur supérieur hiérarchique. Et c'est ça, Monsieur le Président. Quand on revient de la mission, on range les armes, on rend compte, on vérifie le nombre de balles utilisées. Et on demande, ces balles-là ont été utilisées pourquoi? Pour vous doter l'arme, il faut que vous soyez envoyés en mission. Donc ceux qui sont venus au stade étaient en mission. C'est pourquoi ils ont reçu des armes. Et chacun avait 2 chargeurs. 90 balles, Monsieur le Président. 90 balles. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas compter le nombre de morts. Imaginez-vous, tous ceux qui détenaient le Kalachnikov avaient 90 balles. Et ces 90 balles ont été épuisées sur la population, Monsieur le Président. Ce n'est pas des lions, hein, des panthères. Ce n'est pas des buffles qui ont été tirés. C'est la population civile, Monsieur le Président. Troisième question. Est-ce que ces ordres étaient légaux ou manifestement illégaux? L'ordre d'ôter la vie de quelqu'un est un ordre manifestement illégal. Jusqu'à Jakarta là-bas, Monsieur le Président. Quatrième question. Est-ce que ceux qui ont agi étaient sous la subordination et le contrôle effectif de ces chefs militaires? Je réponds par l'affirmative. Les gendarmes de l'antidrogue étaient sous le contrôle du colonel Moussa Thieboro Camara. Les gendarmes de l'escadron étaient sous le contrôle de leur commandant d'unité. La garde présidentielle était sous l'autorité et le contrôle du président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, il ne peut pas échapper. Ce n'est pas possible. Cinquième question. Est-ce que les chefs militaires pouvaient ignorer qu'en allant au stade et dans la banlieue de Conakry, avec armes et munitions, qu'ils allaient commettre des crimes? Non, ils ne pouvaient pas ignorer cette question, Monsieur le Président. On ne les a pas dotés des armes pour aller lutter contre une autre puissance, contre un autre pays, contre des rebelles, contre des ennemis. On les a dotés des armes pour aller réprimer la manifestation à 100, Monsieur le Président. Donc ils ne pouvaient pas ignorer. En leur dotant les armes, en leur donnant les moyens, les armes et les munitions, les bus de transport, les pick-up, les camions. C'était pour leur dire, allez-y tuer massivement. Sixième question, est-ce qu'avec leur qualité de chef militaire ou de supérieurs hiérarchiques, ils pouvaient empêcher les subordonnés d'exercer des violences sur la population civile, étant donné que tous les militaires étaient censés être casernés? Monsieur le Président, nous avons salué cette mesure prise par le président de la transition à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, d'ordonner le casernement de tous les militaires et de laisser seulement la gendarmerie et la police pour le maintien d'ordre. Mais malheureusement, ils sont sortis avec des armes et des véhicules, avec un effectif pléthorique pour aller faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que ces chefs militaires, ces supérieurs hiérarchiques, étaient en mesure
d'empêcher les subordonnés de le faire. Oui, monsieur le président. Celui qui donne l'ordre peut donner un contre-ordre. Celui qui dit à son subordonné va faire, il peut lui dire encore retourne-toi. Et les ordres sont à respecter. Ils ne sont même pas à murmurer. Ils pouvaient empêcher. Un simple coup de fil était suffisant. Un simple coup de fil était suffisant. Mais ils n'ont pas empêché. Ils ont laissé faire entre l'armée et la population désarmée. Ils ont laissé la population mourir, monsieur le président. Ils savaient que les armes, les deux ne pouvaient pas s'affronter. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand le président parle d'accrochage, moi je dis qu'il n'y a pas eu accrochage. Il n'y a jamais eu accrochage entre l'armée et la population. Non, la population civile, c'est où se trouvent les militaires. C'est dans les camps. Si la population veut accrocher les militaires, elle va se rendre au camp pour attaquer le camp là. Mais venir dans un lieu public, un stade qui est un lieu public, réservé pour des manifestations publiques, c'est ça, s'accrocher à l'armée? Ce n'est pas un accrochage, monsieur le président. Donc, ils pouvaient empêcher. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils voulaient qu'il y ait un maximum de victimes. Est-ce que leur agissement a entraîné des meurtres, d'assassinats, d'extermination, de persécutions, de disparitions forcées, de viols, etc., monsieur le président? Ça, c'est incontestable. 8e question. Est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter les auteurs et co-auteurs de ces violences? Oui, monsieur le président. Ils étaient en mesure. Le commandant du régiment et son adjoint ont été arrêtés dans les meilleurs délais. Dès que l'ordre a été donné, ils ont été arrêtés. Le 28 septembre, le commandant du régiment était au camp Koundara, détenu là-bas, à Idorba. Combien de militaires, combien de bérets rouges ont été arrêtés? Les commandants AOB, commando Fakhé, ainsi de suite. L'actuel chef d'état-major général des armées. Combien d'officiers ont été arrêtés? Le président de la République, qu'il soit civil ou militaire, il suffit qu'il donne l'ordre pour que cet ordre-là soit exécuté. À plus forte raison, il est militaire, monsieur le président. Donc, sur la question, est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter? Ils pouvaient arrêter. Ils pouvaient arrêter tous les auteurs de ces crimes, tous les co-auteurs, tous les complices. C'est le pouvoir, c'est la puissance. Ils ont tout à leur disposition. Ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, ils ont la police, ils ont la justice. Ils ne peuvent pas arrêter les gens, ils pouvaient arrêter n'importe qui. Même si c'est le numéro 1 ou le numéro 2 du CNDD, ils pouvaient l'arrêter. Nul n'est fort devant le pouvoir. Nul n'est fort devant la loi. Le capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas le plus fort dans l'armée pour prendre le pouvoir. Mais ses collègues l'ont désigné et il a accepté. 10e question, est-ce que des sanctions, ne serait-ce que disciplinaires, avaient été prises contre les subordonnés exécutants? Non, monsieur le président, aucune sanction. Plutôt des promotions. Mon confrère l'a développé. Ils ont tous eu des grades, des promotions. Ça veut dire des remerciements, des félicitations, des satisfecits pour le travail accompli. Vous avez bien travaillé, vous avez respecté mes ordres. 11e question, est-ce que les subordonnés étaient au même titre responsables que les chefs militaires? Là, je vais vous lire très rapidement l'article 15 de la loi portant statut général des militaires qui dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la sûreté de l'État et l'intégrité du territoire national. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Donc, Monsieur le Président, là où les subordonnés qui ont exécuté des ordres illégaux sont responsables des crimes contre l'humanité, les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques sont également responsables sur cette question. Voilà tant de questions que le tribunal répondra, à mon avis, pour savoir si exactement
il y a eu crime contre l'humanité et si ces crimes leur sont imputables, Monsieur le Président. Pour l'instant, il est question de situer la responsabilité individuelle de chacun des accusés ici présents à la barre. Je vais commencer par le colonel Moussa Tchebro Camara, premier intervenant à la barre ici. Sur l'ouverture du portail principal du stade, cette question a été talonnée ici, débattue, Monsieur le Président. Cette question a fait couler beaucoup d'encre ici. Mais comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, rien ne vient de moi, tout vient des déclarations des parties civiles, des témoins et des accusés. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Thierno Hamidou Diallo déclarait, citation, « À mon arrivée au stade, j'ai vu le colonel Tchebro entretenir certains manifestants. Ils m'ont dit que le colonel a promis d'aller chercher les clés du portail. » C'est ce que Thierno Hamidou Diallo a dit. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1028 en date du 2 avril 2012, Mme Saran Sissi, répondant à une question du pool des juges d'instruction, déclarait, d'ailleurs elle a comparé ici, la seule personne que j'ai reconnue, celle qui a ouvert le portail, c'était M. Moussa Tchebro Camara, qui a ouvert le stade pour qu'on puisse rentrer et faire notre meeting. Donc sur cette question, il y a au moins 2 parties civiles qui affirment que c'est le colonel qui a ouvert le portail. Sur la présence du colonel Moussa Tchebro Camara au stade, dans le cadre du maintien d'ordre, là également, beaucoup d'encre a coulé. Le président dit qu'il ne l'a jamais amené au stade pour le maintien d'ordre. Lui aussi, il dit que le président ne l'a jamais amené. Mais il y a un autre accusé qui l'accuse. Suivant le PV d'interrogatoire numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait à la commission ce qui suit. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchebro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. C'est un de ses co-accusés qui l'accuse, Monsieur le Président. Mais ils se respectent entre eux, ils s'aiment entre eux, ils ne peuvent pas s'accuser gratuitement. Je prends ça comme argent comptant, Monsieur le Président, comme de la réalité. Suivant le PV d'audition de partie civile, en date du 26 mai 2010, M. Mamadi Kourouma, commissaire de police, commissaire central par intérim de Dixil, demeurant à Afia 1, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Mon commissariat avait charge de sécuriser surtout les carrefours Hamdallah et Chinois, Gare de Flandre et la terrasse du stade du 28 septembre. À ce niveau, je précise que la sécurité de l'enceinte du stade relevait du ministre Tchebro et de ses éléments et de ses hommes. Notre mission s'arrêtait juste au portail, pas plus. Ça, c'est un commissaire de police qui le dit, Monsieur le Président. Commissaire central par intérim ne peut pas accuser son collègue gratuitement. Parce qu'il y a eu des réunions au cours desquelles les tâches ont été partagées. Vous, vous êtes sur la route. Vous, vous êtes à l'esplanade. Vous, vous êtes à l'intérieur du stade. Nous tous, nous savons que la gendarmerie a été planifiée du kilomètre 36 de Kabelé jusqu'ici, Monsieur le Président.